Bonsoir à tous. Au nom de la Compagnie nationale des experts, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir Alexandre Ougouron, qui est l'un de nos membres, expert en art de la Chine, qui va nous parler d'un sujet polémique, intéressant, intriguant et qui nous titille tous dans nos disciplines diverses, à savoir le problème du faux. Je vous laisse Alexandre donner l'intitulé exact parce qu'il est conçu sur pratiquement un jeu de mots, en tout cas presque un oxymore, et je vous donne donc la parole. Profitez-en tous. Merci. Très bien. Bonjour. Alors, donc l'intitulé de la conférence aujourd'hui que je vais faire, c'est en fait, je fais effectivement un jeu de mots. D'un côté, parlant de l'imitation, le problème de l'imitation dans l'art chinois. On passe d'une culture de la copie, comment on passe d'une culture de la copie à une copie de la culture. Une sorte d'image inversée qui renvoie bien sûr à ce que se veut le faux artistique dans l'art chinois, c'est-à-dire en fait un miroir des pièces les plus belles de cet art. Alors initialement, c'est vrai qu'on m'a demandé de parler du faux, parce que le faux est une question qui pose vraiment problème dans cet art, dans l'art chinois ancien, dans les antiquités chinoises. Et il est vrai qu'ensuite, moi j'ai redéfini, j'ai élargi cette problématique. Ça m'a semblé un petit peu restreint. Je vais rapidement dire pourquoi ça m'a semblé restreint. Et j'ai préféré la notion de copie. J'ai préféré la notion de faux. En effet, le faux est quelque chose qui apparaît. Le faux implique, c'est une copie faite pour tromper. C'est une copie qui a pour but quand même de créer l'illusion du vrai. Et le faux, en fait, est une notion plutôt moderne qui est liée au développement des marchés de l'art. C'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a un marché, il y a un intérêt à fabriquer vraiment un faux, à tromper. Et quand ce marché est intéressant, qu'on va voir apparaître le faux. Alors c'est vrai, je pense, de façon générale, pour tout le marché, je dirais, la création des faux artistiques dans le monde, on les voit se développer à un certain moment dans l'histoire. C'est quand même lié à un enrichissement d'une certaine catégorie de personnes. On peut cibler en Europe l'enrichissement de la bourgeoisie et en même temps le surplus financier dont elle dispose, qui va faire qu'elle peut acheter des œuvres d'art, qu'elle peut collectionner. Le début de la collection vraiment date de cette époque, c'est-à-dire qu'il sort du côté extrêmement restreint, privé des aristocrates, des princes de ce monde, qui très tôt, eux, vont collectionner. Alors là, c'était confidentiel, mais ensuite, on va avoir un enrichissement en Occident, un système d'enrichissement par le système des empires, de la colonisation, qui va créer en fait une nouvelle classe de possédants. Bon, le phénomène, bien sûr, remonte au Moyen-Âge, le phénomène de l'enrichissement du commerce, la création de la bourgeoisie, je reviens pas là-dessus. Mais en fait, c'est au XIXe siècle qu'on voit se mettre en place les collectionneurs, les grandes collections, en dehors des collections qui sont monarchiques et princières. Donc, l'art chinois est pris dans ce système. On va dire que globalement, il est pris dans ce système, c'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs d'art chinois qui vont apparaître au XIXe siècle, et les faux, proprement dit, en art chinois, qui sont faits délibérément, vont apparaître à ce moment-là. Donc, je vais évoquer ça de façon un petit peu plus détaillée par la suite. Et puis, aujourd'hui, on a une autre clientèle, mais qui est toujours derrière les faux, la fabrication de faux en art chinois. Ce sont les riches chinois, c'est-à-dire après l'ouverture de la Chine, cette nouvelle clientèle de collectionneurs qui sont en fait des millionnaires, voire des milliardaires, et qui ont un pouvoir d'achat suffisamment important pour avoir créé, gonflé cet art, ce marché spécifique, et à partir de là, susciter en conséquence donc, des fabrications, toute une manufacture de faux. Alors, moi, il m'a semblé que s'enfermer dans la logique du faux, dans la problématique du faux, c'est un peu restreint. Je vais évoquer rapidement pourquoi le faux. C'est en fait un terme qui est c'est un faux terme, c'est un abus de langage. À mon sens, déjà, il faut un petit peu sortir, le repousser un petit peu pour essayer d'aller voir plus loin. Et puis pour, je dirais, le domaine de l'art chinois proprement dit, ça m'a semblé d'autant plus problématique qu'en fait, on est face à une civilisation qui s'est construite sur l'imitation. Je vais montrer pourquoi. C'est pas un scoop, hein, c'est quelque chose qui est connu, qui a été longuement commenté, longuement étudié. Dans le domaine qui m'intéresse, j'ai essayé de le montrer par des exemples précis. On a vraiment une société, une civilisation qui s'est construite sur l'imitation et pour des raisons précises.
Donc le faux intervient dans cette histoire qui est plusieurs fois millénaire, hein, moins 2000 avant Jésus-Christ, à peu près plus 2000 après Jésus-Christ. On a donc 4000 ans d'histoire, avec une sorte de pérennité, avec vraiment une sorte de longévité de cette histoire et en même temps la maintenance de grands axes. C'est une société en fait féodale qui s'est maintenue pendant un très très longtemps, avec des règles qui sont assez strictes. Et donc, dans ce système-là, le faux n'intervient chronologiquement que sur une toute petite portion. La fabrication du faux, telle que nous la connaissons et telle que nous en souffrons, en fait. Donc voilà, il m'a semblé intéressant de faire le lien, de remonter dans le temps et d'établir, en fait, des pistes. Alors, en 1 heure, on ne va pas pouvoir, j'avais prévu 33 pages. Si je commençais à les lire, bon, ça serait, je pense, d'abord pas très intéressant. Donc, je suis obligé d'en faire une sorte de résumé de synthèse où je vais, comme on dit, en laisser de côté beaucoup. Hein, je vais en renverser de tous les côtés. Mais bon, le texte, je vais essayer de le mettre en ligne, où il sera à disposition de toute façon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est déjà d'ouvrir un chantier, de réfléchir, de lancer des hypothèses et qui peuvent servir ensuite pour un travail ultérieur. Alors, donc, je voudrais d'abord évoquer quelques éléments un petit peu, je dirais, un peu externes, mais assez rapidement le plus possible. C'est que je pense que le problème du faux repose d'abord sur le faux en art chinois, puis après je vais parler d'imitation, vous verrez comment je glisse de l'un à l'autre, repose en fait sur un problème, je dirais, de décalage entre notre perception et la nature de l'objet. Donc en fait, c'est un rapport entre notre système sensoriel et la copie qui fait problème. Donc le faussaire, c'est juste quelqu'un qui est capable de réduire énormément, génialement, pourrait-on dire, le delta entre deux objets, hein, qui sont par définition totalement différents. Et qu'ils resteront toujours. C'est-à-dire que le faux, c'est un mot, si vous y arrêtez, vous avez l'impression que c'est une fermeture de l'esprit. Il n'a qu'une seule différence avec le vrai, c'est qu'il est faux. Ben non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien n'est identique dans le monde, dans l'univers, absolument. Les vrais, vous savez que les vrais jumeaux ne le sont pas. Dès qu'on a la division cellulaire, on a la deuxième division cellulaire. Chaque cellule qui se divise va être influencée par son milieu et avoir un vécu différent. Donc les jumeaux vont être des personnes différentes. L'identique dans le monde n'existe pas. Alors nous, ce qui se produit, c'est que bien sûr, nous avons une perception, je dirais, on voit la même chose, on pourrait penser qu'on pourrait voir la même chose. C'est simplement parce que nous sommes bornés, je dirais, d'un point de vue sensoriel. On peut penser un jour, on va dire, à un super expert, à un homme augmenté qui pourra peut-être, je ne sais pas, avec des yeux pédonculés, rentrer à l'intérieur des vases, goûter la texture moléculaire des objets, avoir une vision qui est très supérieure à la nôtre, parce qu'on a une vision par rapport à certains animaux sur la Terre qui est très faible, en dépit des apparences, bien que l'espèce humaine soit essentiellement visuelle, une espèce visuelle. Bon, je ne parle pas du goût, du toucher, de l'odorat par rapport à des chiens, vous savez qu'on est vraiment des handicapés, très handicapés sur ce plan. Donc voilà, ça donne une idée que je pense que le faussaire va réduire simplement le delta. Et donc, le travail de l'expert, c'est quoi? C'est de venir derrière et de dire, mais non, c'est pas la même chose. Ça ressemble, mais moi je vais vous montrer là où le faussaire n'a pas bien fait son travail, là où effectivement il a laissé des choses qui, si on a une approche grossière, une approche rapide, fait que, bon, on va tout de suite, effectivement, on va dire, ah, c'est la même chose, on va se laisser tromper. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a absolument, le faux en absolu n'existe pas. On a des imitations plus ou moins bonnes. Alors dans le cadre de l'art chinois, c'est d'autant plus vrai qu'on va se rendre compte, enfin, je vais évoquer la question, le fait que l'art chinois est un art dans lequel, bizarrement, il y a beaucoup de copies qui ont été faites par les artistes avec la volonté de nous dire « je suis une copie ». Ils ont laissé des indices. Ou alors, ce qui est aussi très courant chez les Chinois, c'est qu'il y a une part chez eux de grande fantaisie. C'est un peuple qui a un côté spontané, naïf, très agréable, je dirais, par rapport au côté un petit peu sérieux, déjà un peu ironique, parce que sûr de tout, connaissant tout que nous avons, eux ils croient que tout est possible, mais ils ont aussi cette fantaisie créative, ils vont faire des copies, des imitations qui sont un petit peu à côté. Et donc, soit par volonté, on va voir à une certaine époque, ils vont laisser des signes, soit qu'effectivement ils ont un côté créatif, fantaisiste, voilà. Je dirais que beaucoup de copies, beaucoup d'imitations qui existent dans l'art chinois sont fort heureusement pour nous faciles à identifier. Le problème qui se pose, c'est en fait pour nous les faux qui ont été créés plus tard, je dirais après l'ouverture de la Chine, comme je vais dire, après 1980. C'est ça qui nous pose le plus de problèmes. Alors, toutes les copies viennent de Chine. Alors, toutes les copies viennent de Chine, c'est une chance pour nous, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on aurait des copies qui viennent d'autres pays. Et d'autre part, il faut savoir que je ne vais pas du tout parler de cette question, mais il y a tout un pan de l'histoire de l'art, et là on est dans l'art,
qui est celle de la reprise de l'art chinois, de la chinoiserie. Et on a bien sûr toutes les manufactures que nous connaissons chez nous ou en Europe, c'est-à-dire Sèvres, Chantilly, Meissen, qui ont fait, ou même on pourrait dire, on peut parler aussi des manufactures des Samson, les bronzes marmédiennes. On a effectivement tout un pan de l'art européen qui imite, mais on a cette chance, c'est que les faux que nous avons actuellement sur le marché, ça pourrait être différent, viennent de chez nous. Alors comme toujours, quand on peut restreindre un champ d'investigation, on est déjà en position de contrôle supérieur. Bien sûr, on peut commencer déjà, on commence à respirer. D'autre part, je voudrais évoquer une chose, c'est que les faux en art chinois ne visent qu'une catégorie d'objets en général. On est sur des objets qui sont des objets de grand prix. Alors, j'ai commencé par mettre, vous voyez une copie, pas une copie, vous voyez une pièce qui a été copiée à des quantités phénoménales en Chine. Ceci est un original. C'est une petite coupe, toute petite, faite en fait pour prendre non pas le thé, mais l'alcool de riz. Cette petite coupe qu'on appelle une chicken cup, qui est décorée donc d'un coq, d'une poule et de poussins, en émaux toutes tailles, sont des émaux contrastés, est une pièce qui a été réalisée au XVe siècle, effectivement sous le règne de l'empereur Shenhua, et donc vers la fin du XVe siècle. C'est une porcelaine dure, recouverte donc d'une couverture transparente, et vous avez des émaux qui ont été appliqués à la surface. On a plusieurs cuissons, une cuisson à plus de 1000 degrés, donc pour faire, on fait les traits en bleu de cobalt, on met la couverte, on fait cuire, la marque aussi a été faite en bleu de cobalt, en oxyde, donc, et ensuite on va appliquer, une fois que la pièce a été refroidie, des émaux qui sont peints dans des contours qui ont été laissés, et dans ces contours on va pouvoir mettre donc les émaux qui sont des émaux polychromes. Et l'intérêt du Tutsai, qui est une porcelaine qui est célèbre dans le monde, qui a conquis tout le monde, qui a conquis les Chinois d'abord, c'est que grâce au liseré bleu que vous avez autour, qui se crée en quelque sorte, mais qui est en dessous, par les jeux de lumière, vous avez un effet de relief. Voilà, c'est un type de porcelaine polychrome qui est d'une très grande fraîcheur. Cette coupe a fait 36 millions de $. Donc cette coupe s'est vendue chez Sotheby's en 2014, elle a fait sensation et elle a été achetée par une personne, je crois, qui est à l'origine avec une compagnie de taxi et qui s'est fait, qui s'est montré donc dans les informations ou bien sûr dans les médias en train de boire du thé dans cette coupe qu'il avait payé une somme faramineuse. Alors, c'est ce genre d'objet et c'est ce genre de record qui est à l'origine effectivement de la manufacture de faux. Qu'est-ce que c'est comme objet? C'est un objet impérial. On disait France impériale. En fait, le mot qu'on devrait utiliser, c'est officiel. Les Chinois appelaient ce type de porcelaine guan, exactement guan yao, yao voulant dire four, four officiel. C'est une porcelaine qui a été faite effectivement pour la cour de l'empereur Shenhua. Et l'histoire veut qu'il aurait fait cuire, il aurait demandé à ses artisans potiers de créer ce type spécifique de porcelaine pour effectivement sa concubine préférée. Et il aurait inlassablement fatigué les potiers pour obtenir la plus haute qualité. Bon, à chaque fois, donc, les fournées n'étaient pas bonnes, les coupes étaient brisées, etc. Ce type de porcelaine va créer un mythe. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on parle de la porcelaine chinoise, on est aussi face à la mythologie de la porcelaine chinoise, et qui est presque plus important que les objets eux-mêmes, je dirais. Là, on a un mythe qui existe aussi, qui existe déjà très tôt, et qui va exister dans la mentalité des Chinois eux-mêmes, notamment des empereurs chinois, puisque au XVIIIe siècle, 3 siècles plus tard, l'empereur le plus connu, l'empereur Qianlong, va envoyer des émissaires dans tout l'Empire pour lui rapporter ces fameuses coupes qu'elle a achetées bien plus qu'un prix d'or. Bien plus qu'un prix d'or. Elles sont déjà collectionnées, recherchées d'une façon très importante. On est face à une sorte d'icône, artistique, et c'est à partir de là, c'est ce type d'objet, bien évidemment, qui est donc officiel, qui est guan, qui est essentiellement copié, visé par les faussaires. Pourquoi? Parce que c'est celui qui rapporte le plus d'argent, tout simplement. Le faux est connecté à l'argent. La problématique du faux est connectée à l'argent. Ce qui est pour nous miraculeux, ce qui est pour nous formidable, parce que grâce à cela, nous pouvons coincer le faussaire. Parce que le faussaire est toujours centré sur le fait de faire un duplicata, une copie parfaite. Seulement, il oublie une chose, c'est qu'en faisant sa copie, il passe à côté de l'essentiel de l'art, qui est souvent autre chose. L'art suppose tout
comme on dit, un arrière-plan, un background, comme disent les Anglais, donc une sédimentation dans l'esprit de l'artiste. Il va peindre en fonction d'une éducation, d'un contexte socio-culturel. Il est dans un environnement, l'artiste. En plus, si c'est un artiste qui travaille pour l'empereur, c'est un artiste qui est passé par tout un tas de tris, qui a toute une éducation, il y a eu toute une sélection. Donc le pinceau qui s'est posé sur cette coupe n'est pas n'importe quel pinceau. Comment il s'est posé? Eh bien c'est là justement que se fait le jeu, c'est-à-dire que si on veut refaire cette coupe, il y a une chose qui manque au faussaire, parce que souvent il n'a pas compris ça, c'est toute cette part d'éducation, de contexte, même la symbolique, le sens profond, il ne l'a pas. Et donc c'est là, heureusement, très souvent, que dans 98%, 99% des cas, on peut coincer le faussaire, on peut le surprendre en flagrant délit. Il oublie ce que les Chinois appellent le qi, vous savez, ce souffle, cet esprit, cette espèce d'élément que les Chinois anciens voulaient capter et transmettre dans les œuvres d'art. En général, il passe à côté, il est cupide, il essaie aussi, il est appliqué, il est très appliqué, parce qu'il essaie de bien faire. Hein. Quand on a par exemple une copie de ce genre d'objet, vous avez beaucoup de copies de ce genre d'objets qui ont été faites, qui circulent sur le marché en Chine, des centaines, peut-être des milliers. Mais il y a des variétés, il y a des grands écarts de qualité, qualitatifs, dans ces copies. Et si vous voulez faire une copie effectivement d'un certain niveau, il faut y mettre le prix, ça coûte très cher. Donc quand vous avez un artisan qui a eu déjà, avant lui, un premier potier qui a fait le corps très bien, qui a réussi à faire la pâte, à faire tous les éléments, qui a réussi à faire le double cercle, le cercle là, qui a réussi à faire la marque dans son double carré comme il faut, la marque chinoise. Lui il passe, et le tracé des corps. Lui il passe derrière, parce que c'est souvent pas les mêmes personnes, c'est comme au temps de l'ancienne Chine, on avait déjà une répartition, une taylorisation des tâches, chacun faisait quelque chose, lui il va faire les éléments. Et je peux vous dire que là il retient son souffle, parce qu'il en a déjà dans les mains pour quelque chose qui a coûté peut-être en test, en crash test, 10, 15, 20 000 euros. Vous voyez, et il y a peut-être 3 coupes de très haute qualité capables d'amuser qui sont arrivées à survivre à tous ces tests. Ce sont celles qu'à un moment on va essayer de réinjecter dans le marché pour essayer d'en tirer bien sûr une somme quand même très importante. Cette pièce est absolument authentique. Elle a ce qu'on appelle une provenance, un pédigré. On va parler de la provenance aussi, qui est un élément extrêmement ancien, je vais y revenir. Et effectivement, quand on la compare avec cette coupe, cette autre Chicken Cup, ça c'est une photo personnelle que j'ai prise donc au Palais de Pékin en 2009, on s'aperçoit qu'il y a effectivement que tous les éléments sont là, mais qu'en même temps, on vient à notre précédente, on va la réduire un petit peu, on va essayer de les mettre côte à côte, sans diminuer trop la taille, on va voir si on peut arriver à quelque chose entre les deux. C'est pour ça que j'ai voulu garder la maîtrise des images de cette manière-là. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de points communs sur la manière de peindre, mais que, ça c'est intéressant, qu'elles ne sont pas exactement pareilles. Authentiques, mais pas pareilles. À chaque fois, un esprit différent, un chi différent, un état d'esprit différent, mais tous les éléments qui sont suffisamment là pour qu'on authentifie, qu'on reconnaisse la pièce comme étant bonne, outre son pédigré, outre sa provenance. Alors, j'ai voulu donc démarrer avec cette coupe et ce record faramineux pour donc déjà mettre en place certains éléments. Alors, je voudrais évoquer, bon, plusieurs choses que, ça va, ça bouge pas trop. J'ai évoqué donc beaucoup de choses à l'emporte-pièce. Je voudrais donc vous dire que l'imitation en Chine, c'est un peu l'histoire. Je reviens maintenant sur l'imitation. Donc là, on parle des faux. On a parlé des faux jusqu'à présent. Mais l'imitation en Chine est quelque chose de bien plus vaste que cette histoire du faux que nous rencontrons actuellement. C'est en fait c'est cet ancrage dans toute une culture de l'imitation qui explique pourquoi on a cette attitude des Chinois totalement décomplexée par rapport au fait de fabriquer des faux. C'est-à-dire que nous, dans notre culture, faire un faux, c'est mal. C'est-à-dire que c'est contraire à notre vision de l'artiste. Alors nous avons une vision de l'artiste qui est quand même complètement, je dirais, formatée par plusieurs siècles, je dirais, de vision, on pourrait dire que ça remonte très loin, les Grecs, n'est-ce pas, on avait déjà les Grecs qui commencent à signer, les petits Grecs, le Phronios m'a fait, c'est marqué sur les cratères. Et bon, comme par hasard, effectivement, c'est là qu'apparaît la démocratie, à Athènes, qui est une oligarchie en fait, démocratie si on veut.
Et quand on regarde ensuite ce qui se passe dans l'histoire, on retombe dans, je dirais, la période du Moyen-Âge. Et là, vous savez que ce qui est assez intéressant, c'est que durant cette période, on n'a pas, l'artiste lui-même est anonyme. Il est anonyme, mais il est anonyme comment? Comme en Chine, justement. Les trois quarts du temps, par exemple, si je vous pose une question, qui a fait cette coupe? Vous ne le savez pas, moi non plus. La personne, l'artiste ou les deux, trois artistes qui ont travaillé sur cette coupe, c'était souvent un travail de plusieurs personnes et qui était génial. Son nom est pour l'éternité, hein, il restera inconnu. Donc, et ça, c'est un phénomène qui est proprement chinois. Mais il faut savoir que nous avons, nous, eu cette période, nous avons eu des moments comme ça où l'artiste n'était pas connu, mais ce que nous avons vécu dans le domaine de l'art et qui fait qu'aujourd'hui l'art a une espèce de valeur exorbitante à nos yeux, il est fabriqué, il est entretenu dans cette valeur exorbitante, il est fétichisé, c'est une icône, et bien ce processus se met en place, on le voit se mettre en place, n'est-ce pas, avec, à partir de la Renaissance et aussi avec une évolution qui culmine par exemple durant le romantisme, qui fait que l'artiste est un artiste avec un grand A, c'est un chantre, c'est quelqu'un qui a un rôle intermédiaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se passe toujours quand il y a un recul, je dirais, de l'autorité. Alors l'autorité, en général, avec l'autorité, ça a toujours autoritas, ça a toujours une fondation, c'est un mot qui veut dire l'autorité, c'est toujours divin, c'est une fondation sacrée. Donc vous avez, pendant la période du Moyen-Âge, vous avez les moines copistes, vous avez effectivement, si on n'est pas serf, si on n'est pas effectivement, je dirais, ménestrel, bouffon, on prend la robe de bure. On n'a pas beaucoup de choix. Hein. Si on n'appartient pas à l'aristocratie, en vérité, les choix sont extrêmement limités. L'artiste est quelqu'un qui se tient dans l'ombre, qui va raconter les hauts faits du Seigneur, donc, ou bien c'est le moine copiste qui va gratter les manuscrits, effectivement, en pot, et qui va recopier les Saintes Écritures. Dès que vous avez donc la présence d'une autorité forte, alors on a une autorité de droit divin en France, et on va trouver la même chose en Chine. Vous voyez, une chose, c'est que l'artiste reste dans l'anonymat. Il est dans l'ombre. Et l'artiste va sortir de cet anonymat peu à peu. Bien sûr, on a tout le processus, le siècle des Lumières, les différentes révolutions qui se produisent, et qui vont faire de l'artiste un chantre, qui vont faire de l'artiste un dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Nous avons des artistes, nous avons des œuvres d'art qui sont mis vraiment sur un piédestal tellement incroyable que vous ne pouvez pas les critiquer, n'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de phénomène fait que nous avons un regard très particulier sur qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Une œuvre d'art, pour nous, c'est quelque chose de singulier. Ça exprime une singularité, une individualité. Ça doit être unique. Eh bien, en Chine, pas du tout. En Chine, c'est même le contraire. On ne doit pas du tout faire quelque chose de personnel, de singulier. Si vous allez sur ce terrain, eh bien, c'est déjà perdu d'avance. Alors, c'est perdu d'avance pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a tout un contexte, justement, il y a toute une histoire qui est encore prégnante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est face à des Chinois qui ont eu cette espèce je dirais, de lavage de cerveau, de mise à jour absolument, où on efface tout, qui a été le maoïsme. Mais en dépit de ça, ils sont toujours dans ce type de logique, dans ce type de société. Alors, il y a des éléments, bien évidemment, qui expliquent ça, donc dans l'histoire de la Chine. Je dirais que ce qui est très intéressant, c'est toujours de voir que les peuples, il y a toujours un rapport entre, pour ce qui est de l'existence du moi ou du non-moi, de l'individu, c'est toujours un rapport entre la quantité, la démographie, les espaces, et ensuite la puissance de l'autorité. L'autorité qui est toujours avec un ancrage divin, de droit divin. Donc, en l'occurrence, en Chine, vous avez un petit peu le problème qui s'est produit, c'est-à-dire un espace immense, des peuples très nombreux et divers, 55 minorités, 55 ethnies différentes, et puis une démographie qui quand même a commencé, par exemple sous les Qing, à devenir galopante. Donc vastes étendues, peuples importants, peuples divers, nécessité d'un pouvoir centralisateur, d'un pouvoir fort. Et donc à partir de là, l'individu n'a pas eu une grande place, n'a pas eu le droit d'exister de façon aussi forte que dans nos sociétés où l'espace est plus petit, où je dirais on a eu un morcellement et où peu à peu le pouvoir de droit divin, on l'a mis dehors. C'est-à-dire que nous on a fait rouler la tête de nos rois dans les corbeilles. Eux non, c'est-à-dire qu'effectivement en 1912, jusqu'en 1912, ils ont un système de type féodal, un système dynastique qui a duré 4000 ans. Donc ça c'est un phénomène, je dirais déjà la structure du pays. La structure du pays va commander une façon d'organiser les hommes, de leur donner plus ou moins de liberté, de leur laisser plus ou moins d'individualité. Ensuite, je dirais qu'il y a les philosophies qui se sont succédées,
Et pour pouvoir justement gérer, quand on regarde un petit peu en coupe cette succession de dynasties, pas moins de 400 empereurs, hein, c'est énorme quand même. Eh bien, on se rend compte qu'il a fallu donc des systèmes de pensée philosophique qui vont légitimer en fait le contrôle qu'on a sur les gens. Et on a au VIe siècle avant Jésus-Christ Confucius qui va en quelque sorte donner, qui va donner une sorte de support, de cadre, d'abord en créant une sorte d'image du gentilhomme chinois, le gentilhomme à la chinoise, hein, comme nous on a eu au XVIIe siècle, l'image du gentilhomme avec tout un ensemble de vertus, mais la vertu fondamentale, l'obéissance à l'empereur. Obéissance aux parents, obéissance à l'empereur. Bon, ceux qui connaissent le Japon, c'est le rapport Oyabun Kobun, c'est-à-dire qu'on a toujours le rapport entre aîné et cadet. Dans tout le monde asiatique, on a le rapport entre le maître et le disciple, entre l'aîné et le cadet, entre le parent et les enfants. Hein, les Chinois d'aujourd'hui se prennent toujours beaucoup de soins de leurs parents, et c'est d'ailleurs tout à fait méritant, bon, mais ça vient d'un système qui remonte à plusieurs millénaires. Donc Confucius va donner une structure, et cette structure va être ensuite affinée. Le confucianisme, les empereurs vont s'appuyer dessus, mais sous les Song, en fait, ça devient un néo-confucianisme. Le néo-confucianisme au Xe siècle, sous les Song, va permettre en fait de mettre en place les examens impériaux. Les Chinois inventent une chose, c'est le super-État et les super-fonctionnaires. Ils ont appuyé donc tout leur système, ce système féodal, sur la création d'une caste de fonctionnaires, les lettrés, les mandarins, qui sont recrutés par concours. Concours ouvert à tous, donc en théorie c'est égalitaire, c'est comme nos concours aux grandes écoles, aujourd'hui c'est la même chose, on ne peut y entrer que si on connaît déjà les codes et les clés. En l'occurrence, il s'agit de redire, recopier, répéter et commenter les canons des textes confucéens. Donc on voit bien que déjà tout à la base, ce sont les fils des bonnes familles qui pouvaient devenir, donc en l'occurrence, des lettrés, des fonctionnaires impériaux. Ce système donc, se met en place sous les Han, c'est-à-dire en 206 avant Jésus-Christ, la dynastie Han a deux parties et elle couvre jusqu'en 220 après Jésus-Christ. 400 ans, les Han mettent en place donc, le système du recrutement par concours des fonctionnaires et les Song le verrouillent encore plus fortement au Xe siècle. Le système ensuite va marcher très bien jusqu'en 1912. Il va permettre à la Chine d'être petit à petit devenir au XVIIIe siècle la première puissance économique intellectuelle du monde. Déjà sous les Song, on a une civilisation qui est absolument époustouflante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui inventent la poudre à canon, qui inventent la roue à aube, qui inventent l'horloge perpétuelle, qui inventent le missile. C'est une période de génie. C'est-à-dire que nous, on a Léonard de Vinci, eux, ils en ont 10. Hein, c'est pas compliqué. Les Chinois sont époustouflants d'inventivité, alors que nous-mêmes, on est encore en plein obscurantisme moyenâgeux. Donc, on est vraiment ils sont très très impressionnants de ce point de vue-là. Donc, ce qui se produit, c'est qu'en fait, on a la mise en place d'un système qui est extrêmement solide. Ce système ne permet pas, quoi qu'on puisse le penser, l'expression artistique dans les mêmes termes que les nôtres, n'est-ce pas? Ça ne va pas pouvoir se développer de la même façon. Alors, on est au courant, bien évidemment, de l'existence des peintres chinois qui sont excentriques. On a beaucoup de commentaires chez nous, bien évidemment, admiratifs de certains peintres qui sont des peintres, notamment au XVIIIe siècle, mais bien avant, souvent des moines, souvent des lettrés qui se sont un petit peu écartés de la cour. Et là, on va dire, oui, mais attendez, vous avez quand même la singularité chinoise, la peinture chinoise classique, parce que vous avez tous ces peintres qui, en fait, ont été assez extraordinaires, et qu'aujourd'hui, ils sont très admirés. Seulement, d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais quand on s'approche un peu, parce que ça fait assez longtemps que je suis familier de ce lieu commun, ce poncif du peintre lettré, rebelle. Alors le rebelle en Chine, ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas à l'instant. Mais pourquoi pas, à cette époque, eh bien, quand on regarde de près, on se rend compte que c'est effectivement un lieu commun. Pourquoi? Parce que c'était souvent effectivement des peintres qui vivaient, je dirais, dans un univers privilégié. C'était des fonctionnaires. Pour les 8 excentriques de Yangzhou, qui vivent dans un endroit près du fleuve bleu assez plaisant, vraiment très très beau. Ce sont des gens qui passaient leur temps, je dirais, en dehors des charges de la cour, parce qu'ils étaient obligés quand même de les satisfaire, à écrire des calligraphies, écrire des peintures, boire des coups ensemble, je dirais, parce que c'est ça, et puis bien alcoolisé, composer des poèmes, et je dirais,
comparer leurs peintures. Et ça, c'est vrai qu'il y a une vérité qui est là, il y a une singularité, il y a quelque chose qui s'exprime, et il y a toute une théorisation même, je dirais, à l'époque, par exemple, quelqu'un comme Shitao a vraiment théorisé le fait que, suivant le Tao, pour lui, le principe même, c'est l'absence de principe. Voilà. Donc on voit bien, tout ça, ça nous plaît beaucoup, ça nous charme, ça nous séduit, je dirais, l'occidental se retrouve là-dedans à 100%, et François Cheng a fait justement des choses extraordinaires, écrit des choses qui sont très très justes et merveilleuses sur ce sujet. Mais le fait est que, bon, quand on regarde de près, je dirais, moi je mettrais quelques bémols. Tout d'abord, le peintre lettré a toujours été récupéré par la cour. Parce que qui c'est qui met les cachets impériaux, des calligraphies autour? C'est les empereurs. Et c'est d'autres mandarins qui sont des hauts officiels de la cour. Ça a toujours été mis enchâssés, ces œuvres d'art ont été enchâssées, désignées par l'empereur lui-même ou par des gens qui sont très haut placés, comme ceci est une œuvre d'art. Souvent, un petit peu après, en général, pas tout de suite, pas du vivant de l'artiste. Donc ça, c'est très important. Je dirais d'autre part, le lieu commun du lettré, il a été tellement important qu'il a servi même, je dirais, de pierre angulaire à la politique d'un des plus grands potentats, enfin des plus grands rois, on pourrait dire un roi, parce que les Chinois disent roi, ils ne disent pas empereur, d'ailleurs. Ils disent la famille royale, les gens royaux, etc. Qui était donc l'empereur Kangxi. Kangxi, qui a été d'abord un grand chef de guerre au XVIIIe siècle. Il n'a pas régné en 1662-1722, non, il n'a pas régné en 1662, il a passé la moitié de sa vie à faire la guerre pour pacifier l'Empire après les problèmes dynastiques qui avaient suivi la période Ming, qui s'est terminée vraiment de façon lamentable. Donc il fallait passer son temps à aller sur le problème de la Chine. Dès qu'il n'y a plus un pouvoir fort, tous les petits seigneurs se mettent à faire la guerre entre eux. Donc il a fallu reconquérir toutes les parties de la Chine les unes après les autres, travail harassant. Il a pu effectivement s'asseoir sur son trône que vraiment, on va dire, 30 ans plus tard, on approche du XVIIIe siècle, et voilà. Et là, il a pu un peu se reposer et se composer, lui qui était un homme de guerre assez brutal, une image d'empereur lettré. Parce qu'on est dans la pause, hein. Les Chinois vont être dans une perpétuelle pause. Mais lui commence déjà à se faire le lettré idéal. Les empereurs ont récupéré toute cette imagerie du lettré et ils l'ont tournée à leur avantage. Et ça, c'est très intéressant, c'est que Kangxi a besoin d'un pouvoir fort. Il crée une dynastie nouvelle avec les Mandchous, qui sont une ethnie, en fait, un peuple qui vient du nord, qui sont des cavaliers, qui sont des nomades, et ils ont pris le pouvoir, et il a besoin auprès des Han d'avoir ces lettres de noblesse. Donc il va se mettre en parfait lettré. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est lui qui encourage la propagande pro-lettré réclus. C'est-à-dire que c'est pour ça que sur tant de porcelaines chinoises, vous voyez effectivement des personnages, le sage qui est dans sa cabane, etc., au bout de la montagne en train de composer. Mais c'est lui qui est derrière, c'est lui. Il est en train de proposer en fait un fantasme d'évasion, une évasion possible par rapport aux charges de la cour. Mais derrière, il a verrouillé totalement le pouvoir d'une manière extraordinaire. Il a mis en place un système beaucoup plus verrouillé, beaucoup plus impitoyable, et on lui doit une obéissance absolue. Donc je pense que ça, c'est très intéressant de voir comment quelque chose est récupéré et sert ensuite de propagande. En l'occurrence, je dirais, voilà, dans le domaine de la peinture, il y a un autre élément fondamental, c'est le principe de la copie des peintures. Alors, la copie-l'imitation commence aussi très tôt en Chine parce qu'ils ont un problème, c'est que leur art principal, la peinture, eh bien, se dégrade très vite. Alors, deux choses. Quand ils se réunissaient entre copains, exemple les 7 sages de la forêt de bambou qui sont représentés sur mouches de porcelaine, etc. Ils composent des poèmes, ils boivent des coups et puis ils font des peintures. Et donc il faut qu'ils montrent les peintures aux autres, à leurs amis qui sont d'autres lettrés, très très raffinés, ce petit monde de Happy Few. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, la peinture, on la copiait. Donc, on en faisait une, on la refaisait, on en faisait 3-4 qu'on envoyait, parce que des fois, ils se trouvaient à des milliers de ligues, les autres copains. Donc il fallait donc envoyer, et donc à dos de mulet, des serviteurs avec le rouleau où on avait copié la peinture. Autre chose, c'est que les peintures, avec les climats, je pense que vous avez été en Chine, à Pékin en hiver, ça vaut la peine, c'est déjà un entraînement pré-sidérique. Shanghai, très humide aussi, essayez, faites les deux, hein, l'été Shanghai, même Pékin en été, très très chaud, en hiver c'est horrible. Et bon, alors, tout se dégrade. C'est-à-dire qu'en Chine, la peinture si précieuse, cet art expressif, a commencé par se dégrader très vite. Ce qu'il a fallu, ça a ancré très vite dans les mentalités chinoises la nécessité absolue, je dirais, de recopier les peintures. Ce qui fait que les grands, dès la période des Tang, donc les Tang, effectivement, on est au 7e siècle après Jésus-Christ,
Dès les Song, au Xe siècle après Jésus-Christ, nous avons des artistes, des grands artistes Tang et Song, qui sont déjà copiés et recopiés parce que c'est le seul moyen de préserver les œuvres d'art. On a un problème avec l'œuvre d'art. Nous croyons que les œuvres d'art sont éternelles. Nous sommes entretenus dans cette mythologie. Hein. On voit quand même que la bibliothèque d'Alexandrie, ça a tout brûlé. Hein. Il y avait des choses extraordinaires, perdues à jamais. Bon, les Chinois, eux, sont beaucoup plus conscients de la fragilité des œuvres d'art, parce que bien évidemment, ils l'ont expérimenté plus tôt. Nous, on pense que notre Joconde, dans 1000 ans, il y aura toujours la Joconde. D'accord? Dans 300 millions d'années, il y aura la Joconde. Les scorpions, ça fait 350 millions d'années qu'ils sont là. Vous pouvez me jurer que la Joconde sera toujours là, que toutes les œuvres d'art seront toujours là. Permettez-moi, bon, moi j'ai des doutes. Les Chinois sont très pragmatiques, ils se sont rendus compte à travers le problème de la, je dirais, de la peinture, qu'il fallait faire des reproductions d'œuvres d'art. Et donc, leurs grands peintres, la plupart de leurs grands classiques, aujourd'hui qui sont même dans les musées, nous n'avons aucune certitude. Vous pouvez, moi j'en parlais encore avec un des plus grands experts de Christie's, Belconque, il n'a aucune certitude que les pièces qu'il a vendues comme son sombres. Aucune. Il y a une sorte de, je dirais, il y a un consensus, on est tous d'accord, ça c'est un son. Oui, parce que les experts ont dit d'accord qu'entre eux c'est un son. Mais la vérité, c'est qu'est-ce qu'ils prouvent? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Ce n'est pas une copie Yuan du 14e et non pas du 10e qui a été refaite très habilement. Les datations qui sont à faire, qu'on peut faire sur le textile, posent d'énormes problèmes. Et des fois, on n'a pas non plus une fiabilité. Vous savez, on met toujours en avant les tests qui sont possibles. Ils ne sont pas possibles sur tous les médiums de l'art chinois. En l'occurrence, sur la peinture, ça pose aussi des problèmes. On n'a pas une fiabilité à un siècle près, à 100 ans près. C'est très très compliqué quand même. Donc voilà, on a un problème qui existe, mais un problème de notre point de vue. Pour les Chinois, ce n'est pas un problème. Le marché de la peinture classique, depuis très longtemps, à cause de ça, est un petit peu stagnant. Rien à voir avec le marché de la peinture du XXe siècle chinoise ou de la peinture contemporaine, parce que les Chinois savent pertinemment que quand ils achètent une peinture qui est dite Ming ou une peinture qui est dite Song, qu'ils la payent très cher, ils savent très bien que c'est peut-être pas l'original, mais elle est quand même intéressante parce qu'elle a capturé quelque chose qui de toute façon n'est plus là. Vous voyez comment la notion de singularité est différente pour un Chinois et pour un Européen. Pour nous, la singularité est liée à la matière. Pour le Chinois, la singularité est liée au qi, à l'esprit. Donc on va pouvoir faire passer d'un support à un autre, etc. Nous, on a quand même quelque chose qui nous permet de comprendre ça, c'est la musique. Effectivement, si vous avez... moi, je parlais de la Joconde, on a un problème, c'est de la matière. La matière, avec le temps, ça résiste. L'être humain, il résiste un certain temps. Les objets en matière solide un certain temps, rien n'est éternel. Mais la musique, on peut la faire changer de support indéfiniment. Le Bach, on va pouvoir le faire changer de support, et dans 300 millions d'années, si on est malin, on entendra encore Jean-Sébastien Bach. C'est fabuleux. Il faut dire aussi que la musique a un côté extraordinaire parce qu'elle touche quelque chose, je dirais, elle est directement connectée au métaphysique. L'art, donc, son problème, c'est qu'il est un petit peu de métaphysique emprisonné dans de la matière. Cette matière se dégrade, les Chinois l'ont compris très tôt. Donc, l'histoire de la copie de la peinture chinoise a très vite habitué les Chinois à ne plus être, je dirais, dans cette logique de l'original à tout prix. Cette matière, l'original auquel nous nous agrippons, et c'est un vrai ou c'est un faux. Vous voyez comment, suivant la culture qu'on a ou les expériences qu'on a, on peut changer. Donc ça, je pense que c'est une chose intéressante. Je voulais un petit peu relever ces éléments-là. Alors, je vois que le temps passe, donc il va falloir que je mette les bouchées doubles. Les autres éléments, c'est que... alors, je vais laisser la peinture, dont d'ailleurs je suis assez peu spécialiste, mais je suis obligé d'en parler parce qu'elle a structuré en fait la mentalité chinoise. Et je voudrais juste vous indiquer deux articles que j'ai trouvé excellents, qui sont beaucoup plus pointus que tout ce que j'ai évoqué. Alors, je vais vous les donner à l'instant. Juste laissez-moi les retrouver dans les 33 pages que j'avais écrites et qui sont pas, je dirais, voilà, qu'on ne peut pas reprendre les sens ici ce soir. Alors, il y a, toujours quand on cherche quelque chose, c'est là que la chose qui s'échappe, c'est que nous pardonnez cette recherche. Voilà. Alors oui, il y a un premier article qui est très intéressant, justement sur la mentalité qui fait en Chine que la copie vaut souvent l'original. Et c'est un article qui a été écrit, il est facile à trouver, par Nicolas Aussi, O2CIS, qui est un polytechnicien dans les Annales des mines. Ça s'appelle la notion de propriété intellectuelle en Chine. La notion de propriété intellectuelle en Chine, Nicolas Aussi, O2CIS, donc dans les Annales des mines.
Vous tapez la notion de propriété intellectuelle en Chine sur Internet, ça apparaît tout de suite. Voilà. Et c'est un article qui est très très bien fait, qui vous explique justement, mais beaucoup mieux que je ne l'ai fait, ces éléments-là. Un autre article que j'ai trouvé aussi extraordinairement bien fait, ça s'appelle « À l'identique, quelques remarques sur la notion d'authenticité en art chinois ». Et ça, c'est sur un site que je ne connaissais pas du tout. C'est une revue électronique de conservation, exposition et restauration des œuvres d'art, le Zero Art, et c'est Françoise Lauwaert, L-A-U-W-A-E-R-T, qui a écrit cet article. Et là, c'est un article qui est génial parce qu'elle explique pourquoi, dans les musées chinois aujourd'hui, quand vous allez dans un musée chinois, vous allez voir des reproductions partout. C'est-à-dire qu'ils ne vous montrent pas l'original. L'original est dans le musée de Pékin, par exemple. Mais ils vont vous faire une reproduction. À l'entrée du musée, ils vont prendre par exemple un bronze Ding, qui est un bronze archaïque, et ils vont le faire reproduction, mais à l'échelle x40. C'est-à-dire que le bronze, il fait 4 mètres de haut. Mais après, il est dans le musée, il n'est toujours pas à la bonne échelle. Et c'est pas la bonne couleur. Et elle dit, voilà, pour les Chinois, c'est pas un problème. Ils vont mélanger les vraies œuvres d'art et des artefacts qui sont des fois très loin de la réalité, parce que leur façon de percevoir le vrai, le faux, l'imitation, qu'est-ce qu'on doit montrer dans le domaine de l'art, qu'est-ce que c'est que la mémoire d'un peuple, est très différente de la nôtre. Voilà. Donc ça, je pense que ces deux articles sont à voir si vous voulez un petit peu creuser ce sujet. Je passe maintenant à un autre élément, c'est-à-dire que là j'ai parlé de la peinture, maintenant je vais revenir un petit peu, moi, à ce qui est mon domaine plus intéressant, enfin plus personnel, c'est-à-dire les éléments qui servent de modèle, parce que tous les autres domaines de l'art en Chine ont été formatés par des moules, des modèles de base. Imaginez que nous, tous nos arts, ils aient un modèle ou 2-3 modèles et que ces modèles remontent au mérovingien. C'est un petit peu comme ça. Les Chinois, ce sont en fait 2 dynasties qui leur ont servi, en fait, qui leur ont donné tous les modèles formels plastiques dans leur art. C'est la dynastie des Shang, qui a duré donc du XVIe siècle au Xe siècle avant Jésus-Christ, et la dynastie des Zhou, alors les Shang S-H-A-N-G, les Zhou Z-H-O-U, de 1046 à 256 avant Jésus-Christ. C'est une période qui est très intéressante, c'est celle de ce qu'on appelle, donc c'est celle effectivement de l'âge de bronze, et à cette époque, on a découvert que les Chinois ont une culture bien évidemment extrêmement élaborée et dans laquelle ils utilisent des bronzes rituels. Ce sont des vases qu'ils utilisent sans doute lors de cérémonies très importantes, et chaque clan possède un vase, des vases, et qu'il utilise durant ces cérémonies, qui sont des cultes des ancêtres, des cultes chamaniques, religieux déjà, ou animistes d'un certain type. Certains sont faits pour contenir des aliments, pour les offrandes, certains sont faits pour contenir de l'alcool. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces vases vont servir de base, de prototype, à tout l'art décoratif chinois. C'est-à-dire que toutes les pièces impériales, toutes les pièces que nous avons, des dynasties Ming, des dynasties Qing, toutes ces grandes pièces prennent leur forme originelle, effectivement, dans ces bronzes. Alors, je vous montre rapidement quelques éléments de forme de bronze archaïque. Voilà, et vous allez vous rendre compte de cette déclinaison. Voici, par exemple, effectivement, ici, donc une photo que j'ai prise au musée San Francisco, donc un bronze donc des royaumes combattants. Donc là, on se trouve après les Zhou, c'est-à-dire qu'on se rapproche déjà de notre époque, mais en même temps, vous allez voir que cette forme, qui est une forme un petit peu rhomboïde, va être reprise. Donc voici donc le même à l'époque Han, donc entre le 2e siècle, 3e siècle avant les écrits, 3e siècle après, moins 206 plus 220. Donc on a cette forme-là. Et regardez, on regarde cette fois-ci un jade que l'on trouve, j'espère que vous voyez bien, au Palace Museum, qui est un jade en éphrite vert épinard. Et bien ce jade, qui est un jade des collections impériales, reprend exactement la même forme. Dans les 2 articles que vous avez qui sont donc respectivement au musée de Washington, on va les remettre en place, et au musée de San Francisco, vous n'avez plus le couvercle. Mais là, par contre, ils l'ont bien gardé dans le jade. Donc voici un premier exemple. Donc voilà, c'est une pièce qui est bien évidemment de grande qualité, de très belle facture. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette forme-là va être déclinée dans la porcelaine. Voici par exemple une porcelaine qui a une très belle couverte rouge et qui est en fait de la même façon, je dirais, déclinée à partir de cette forme. On appelle ça un fin de gu. On en a donc celui-ci donc qui est du règne de Guangxu, donc c'est la fin des Qing. Celui-ci est Qianlong, donc nous sommes au XVIIIe siècle.
On voit donc qu'il y a une parfaite observation, encore un qui est Qianlong, et celui-ci est Xianfeng, c'est-à-dire qu'on est sur un règne de la fin 19e. On est très long, on voit à quel point donc, les formes qui sont des formes qui nous séduisent énormément, la pureté des formes de l'art chinois est incomparable, elles sont d'une modernité extraordinaire, mais on pourrait dire que bien évidemment il ne pouvait que s'inspirer de la beauté de ces formes. D'autres exemples, ici, alors je n'ai pas, alors je l'ai sous une forme qui est la forme d'un dessin, puisque les Chinois eux-mêmes, vous voyez, étaient tellement, alors ça c'est effectivement une gravure, c'est une photo de la RMN, donc c'est détenu par les collections françaises du musée Guimet. Ils faisaient vous voyez, des reproductions, des peintures, des livres dans lesquels ils peignaient ces œuvres d'art et de façon à pouvoir ensuite les utiliser comme modèle. Voici une autre forme de vase archaïque et on voit par exemple ce petit vase, vous voyez, qui est beaucoup plus rond de forme, beaucoup plus pensu, reprend également ce modèle en le faisant un peu évoluer. Et ça c'est extrêmement important, c'est un phénomène qui est caractéristique de l'art chinois, c'est qu'il reprend les limites, mais en faisant une variation. Et c'est la même chose dans la peinture, on aurait pu en parler, je n'en ai pas parlé, mais l'artiste, on doit imiter, mais on doit aussi apporter sa propre vision dans l'imitation. C'est comme ça que se conçoit l'art. Là encore, on peut dire que d'une certaine façon, les Chinois ont eu un petit peu d'avance pour nous, puisque nous venons aujourd'hui à une vision de l'art différente, après cette vision de l'artiste piti, de l'artiste qui est là en train de cultiver son moi, de regarder son nombril, dans toute la période romantique, etc., l'artiste rebelle. On est aujourd'hui à une vision de l'artiste comme quelqu'un qui recycle, c'est-à-dire que l'artiste, c'est quelqu'un qui fait un travail dans le sédimentaire. On a reconnu enfin que tout le monde, que nous faisons tous ce travail, que nous sommes tous des imitateurs, et de fait, un être humain est avant tout un imitateur. Pour s'insérer dans l'univers social, nous devons imiter les autres, les observer, les imiter, c'est ainsi que nous procédons. Et donc l'artiste, c'est pareil. L'artiste va d'abord imiter et reprendre des éléments, les recycler. Artiste recycleur, ou recycleur, c'est un petit peu la vision que nous avons. Les Chinois donc l'avaient compris, mais je dirais avant nous, bien avant tous nos théoriciens actuellement qui le disent. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Je dirais, nous avons une autre forme, je ne sais pas si elle est ici. Non, je ne la vois pas là, voilà. Donc je voulais vous montrer que ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc en fait des archétypes formels qui vont servir ensuite dans l'art chinois et qui vont être, dans le domaine de l'art plastique notamment, c'est très fort, qui vont permettre d'avoir comme ça une continuité, une reprise avec des variantes. Alors, l'art impérial, c'est quelque chose qui va en remettre une couche dans ce domaine, parce qu'effectivement, l'art impérial, c'est quelque chose qui va créer des archétypes, les reprendre et s'amuser avec eux. Les empereurs sont des personnes, les empereurs chinois sont des personnes qui étaient extrêmement spirituelles. Ce qu'ils ont laissé d'eux nous montre qu'ils étaient très fins, ils avaient beaucoup d'humour et ils faisaient déjà beaucoup de jeux d'esprit dans le domaine artistique. Ils ont été aussi ce qu'on appelle des patrons extraordinaires pour certains d'entre eux. Alors, ça va effectivement aboutir. Alors, je dirais que l'art impérial apparaît, c'est ce que nous appellerons, nous, les pièces marquées. Il apparaît très tôt, puisque l'art de la cour des Song est déjà un art impérial tout à fait. Mais les pièces qui attirent beaucoup l'attention aujourd'hui, qui sont les pièces qui sont copiées, sont des pièces qui portent des marques. Les marques, en fait, apparaissent sous le règne de l'empereur Yongle. L'empereur Yongle, donc c'est le second empereur des Ming, on est au début du XVe siècle, et elles apparaissent d'abord discrètement. Ensuite, elles vont être systématisées sous l'empereur Shun II, donc un peu plus tard. Et les marques, la marque, ainsi que le fait d'utiliser une marque, participe en fait d'une stratégie de pouvoir, d'une stratégie impériale. Mais ce qui est intéressant, c'est que les empereurs, au bout d'un certain temps, vont demander à leurs artistes, et ça c'est sous les Qing, de reprendre en fait les anciens modèles et de les réactiver. C'est-à-dire qu'on a un phénomène qui apparaît au XVIIIe siècle, c'est dès les Song, l'empereur Huizong, qui était un empereur Song, collectionnait les pièces anciennes, les bronzes archaïques. Donc très tôt, les empereurs chinois sont bien collectionnés, mais on a effectivement un grand empereur qui a été un empereur collectionneur, c'est l'empereur Qianlong. Et un peu avant lui, l'empereur Yongchen, son père, est quelqu'un qui avait déjà réactivé des anciens types, des anciens stéréotypes artistiques, et qui a demandé en fait de refaire exactement la même chose avec une variante et en imposant sa marque de règne. Alors, je vous montre par exemple effectivement la déclinaison d'une famille. Voilà certaines familles qui ont été donc déclinées pendant des siècles et des siècles.
Nous avons ici donc un petit récipient à oreille, dont la forme d'ailleurs est inspirée par un prototype en métal de la dynastie Song lui-même. Et c'est une pièce qui a été faite, c'est ce qu'on appelle un quan, un craquelé, et elle a été faite à destination des Song pour la cour des Song. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au revers, on voit une inscription qui a été faite à l'encre, et qui est une inscription qui est un poème de l'empereur Qianlong. Alors l'empereur Qianlong était tellement amoureux de ce genre de pièce, il les mettait tellement haut, qu'effectivement il a posé donc sa marque, il a posé donc son écriture sur ces pièces. Et par conséquent, exemple, effectivement, on voit bien de ce type de pièce. Alors est-ce que c'est lui-même qui écrivait ou est-ce qu'il faisait écrire? Dans ce cas-là, bien sûr, on devait reprendre ces types d'écriture, de calligraphie, on ne sait. Mais en tout cas, voilà déjà une pièce qui est ancienne, sur laquelle il a mis son sceau, et lui-même demandait à ses artistes de refaire des craquelés, des quads. Et en voici un par exemple, qui a été vendu d'ailleurs en France, une très très belle pièce qui a été vendue avec l'expertise de Guy Rintre, qui est un expert, donc que je salue au passage, qui est un expert en art asiatique, qui a été assez remarquable par je dirais, son intégrité, son honnêteté, toute sa démarche personnelle. Donc voici donc cette très belle pièce, et bien évidemment les potiers se sont appliqués à refaire le plus possible ces craquelures esthétiques très recherchées par les Chinois. On peut regarder aussi, on voit ici par exemple une photo, toujours d'une pièce du Xe siècle, en fait on les date plutôt du XIe, XIIe en fait, celle-ci, qui est en fait donc un grès, qu'on appelle un Junyao, un Jun, et ils ont une caractéristique effectivement, c'est qu'ils ont souvent des très belles taches de vin. Et ces grès étaient aussi destinés à la cour des Song. Alors voici, donc, cette photo a été prise au British Museum et fait partie de la collection de la Sir David Percival Collection. Et donc c'est très intéressant, je la laisse quand même ouverte. Vous allez voir que qu'est-ce qu'on faisait sous l'empereur Qianlong. On s'amuse à faire donc un rince-pinceau en forme de pêche de longévité et à reprendre effectivement, c'est ce qu'on appelle les flambés. Tous les flambés ou les flammés comme on dit du XVIIe, XVIIIe siècle, fin XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle sont issus bien sûr de la reprise des Jun de la dynastie Song. Donc on a donc un art qui avance en reprenant par reprise, par variante, perpétuellement. Là vous avez un clair de lune, ce qu'on appelle un clair de lune, il porte une marque de l'empereur Kangxi à 6 caractères au revers. C'est une pièce qui faisait partie des articles qui étaient sur le bureau du lettré, le bureau de l'empereur. Et cette pièce-là, d'un clair de lune, on l'appelle aussi l'avant, reprend en vérité soit, là encore, d'une photo qui vient du British, ici nous avons des Jun qui sont de couleurs de teintes différentes mais qui sont également Song, ou alors on disait autrefois, et là encore un autre Jun, on a cette même teinte, mais ce sont des grès, ça c'est une porcelaine dure, alors que sinon ce sont des grès, ou alors effectivement ça reprend ce qu'on appelle les Ruyao, qui sont des pièces totalement mythiques dans le domaine de la céramique chinoise, parce qu'ils ont été faits en très petite quantité. Ils ont une couverte qui est en fait bleutée, gris-bleu, craquelée. Et il en est resté très très peu, à peine une quarantaine dans le monde. Et ce sont des pièces qui étaient extrêmement vantées par les Chinois. Comme toutes les pièces sont d'une grande sobriété. Hein. Voilà, donc à nouveau c'est un revival, c'est une reprise d'une pièce et c'est commandité par les empereurs. Donc les empereurs ont finalement donc accentué encore ce phénomène. Et ce qui a produit une chose assez intéressante, c'est que toujours dans le domaine, je dirais, de l'imitation, c'est qu'il y a eu à un moment en Chine une demande locale qui s'est exprimée de toute évidence pour des pièces impériales. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fabrication véritablement de faux. On a effectivement en Chine l'apparition des premières imitations à l'intérieur de l'art, outre les copies, si on laisse de côté les copies de peinture, et bien dans d'autres domaines artistiques, c'est à la fin du XVIe au début du XVIIe, sous le règne de Wan Li, donc on est donc sous les Ming, qu'on voit apparaître des céramiques, des porcelaines qui vont copier les fameuses porcelaines chinoises dont je vous parlais et que nous avons vues au début. Parce qu'il y avait déjà à cette époque-là une demande qui était très forte. Et il y a donc la marque apocryphe de chinois qui est appliquée. Alors on peut se dire qu'il y avait peut-être d'ores et déjà, donc c'est déjà une première apparition, je dirais, de faux, d'imitation. Et il est possible que ce phénomène, on peut même être certain, s'est amplifié
Parce que l'évolution de la société chinoise sous les Ming fait qu'on a une évolution très notable avec la création, l'amplification, le développement d'une bourgeoisie commerçante très importante qui s'enrichit en fait. Les Ming ayant créé au tout début une flotte maritime, une flotte de guerre très importante, la Chine va s'enrichir démesurément. Et on a donc cette nouvelle catégorie qui, elle, n'est pas lettrée, mais qui se pique d'être lettrée. C'est un idéal, c'est une sorte d'horizon idéal. Et bien évidemment, qu'est-ce que font ces commerçants? Ils vont essayer d'avoir aussi des œuvres d'art. Et il faut savoir que les œuvres d'art sont utilisées dans la stratégie de pouvoir impérial comme un élément à la fois de consolidation, mais aussi pour récompenser les fonctionnaires les plus aisés, les plus méritants. On a effectivement des peintures dans lesquelles on voit, sur le large dais, avec des tables dressées, l'empereur qui est sur son trône, et sur ces tables dressées sous les dais, vous avez des quantités incroyables d'œuvres d'art, porcelaine, jade, etc., qui vont être offertes en récompense suivant les mérites de chacun. Donc ensuite, ces œuvres d'art étaient utilisées par les hauts fonctionnaires lorsqu'ils revenaient dans leur province comme un élément, je dirais, pour se faire bien voir. C'était une preuve, je dirais, c'était un élément d'autorité et de puissance, puisque le Fils du ciel lui-même leur avait fait ce cadeau. Alors quelquefois, c'était même des pièces marquées. Donc alors là, c'était pour les fonctionnaires les plus importants. Et je pense qu'on a un phénomène qui se met en place à la fin des Ming. On a un affaiblissement du pouvoir dynastique très très important. On a véritablement des troubles dynastiques. L'empereur Jiajing, donc juste avant Wanli, se désintéresse à ce moment-là du trône. L'empereur Wanli va essayer un certain temps de remonter le trône, mais ça ne servira à rien. Ensuite, nous aurons les guerres de transition qui vont aboutir donc, à la dynastie suivante, celle des Mandchous. Donc, en l'occurrence, je crois que dans cette période troublée, le pouvoir impérial se dessert, le patronage impérial lui-même n'est plus présent sur la fabrication des œuvres d'art, et les potiers de Qingtchen, dans le Shaanxi, qui est depuis le XIVe siècle le grand centre de fabrication de la porcelaine, Suzhou étant le centre des produits Suzhou, donc des fabrications de textiles et de produits de luxe, et bien donc à ce moment-là, ils vont devoir se tourner vers une nouvelle clientèle. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont faire ce qu'on appelle des marques honorifiques. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la marque honorifique, c'est une marque en fait qui est une marque apocryphe, mais qui est mise sur une pièce par respect, pour montrer que cette pièce est belle, qu'elle est digne de ce qui fut fait par les ancêtres. Alors le principe des marques honorifiques, donc, il commence à mon avis à ce moment-là, mais il va véritablement apparaître sous le règne de l'empereur Kangxi. C'est-à-dire que nous avons, vous pouvez trouver aujourd'hui beaucoup de Tutsai qui sont comme celui-ci, donc nous sommes dans la même famille que ce que nous avions vu au début, vous savez, les émaux contrastés, et vous avez donc une marque, Taming Chenghua Nianzhi, c'est-à-dire fait sous le règne Chenghua du Grand Ming. Mais cette porcelaine est une porcelaine du XVIIIe siècle. Elle a été faite pour le moment sous le règne de Kangxi parce qu'elle a encore une petite rusticité qui va disparaître sous les pièces Yongchen, qui succèdent un peu plus tard, en 1723-1735. C'est un peu plus fin. Donc celui-ci, on peut vraiment le mettre sur le règne de Kangxi. Et c'est une marque honorifique, et on peut s'étonner, comment ça se fait, on est le 18e avec une marque du 15e? Oui. Alors ça va vraiment, ces marques d'honneur sont une chose qui est courante dans l'art chinois. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est un petit peu dans cette même logique de j'imite, je reprends, et ça ne me gêne pas. Je suis décomplexé par rapport à ça, mais au contraire, je reprends quelque chose qui est tellement prestigieux, qui est tellement valorisant, qu'au contraire, j'apporte, il y a une valeur ajoutée par cette marque-là. On peut penser qu'au XVIIIe siècle, alors même que les débuts vont être un petit peu chaotiques pour Kangxi, pour reprendre le pouvoir. Et on a dit souvent, il y a très peu de pièces marquées Kangxi, en réalité ce sont des faux. Non, c'est un peu plus complexe à mon sens aujourd'hui, on a du recul. Kangxi a mis du temps à reprendre le contrôle, je dirais, de l'Empire, et à un moment il s'est rendu compte qu'il fallait effectivement fabriquer des pièces qui portaient son règne et qui étaient belles. Donc il ne voulait pas qu'il y ait n'importe quoi qui soit fait. On a beaucoup de pièces qui sont Kangxi, marquées et de la période, qui sont magnifiques, qui sont des très très belles pièces, sous patronage impérial. Et en même temps, c'est la période où on trouve ça, c'est-à-dire des pièces de très très bon niveau. Voilà, encore un très beau Tutsai, marqué toujours Chenghua, du XVe siècle. Voilà encore une pièce, donc honorifique, donc avec une marque d'honneur. Ces pièces-là, on peut penser aujourd'hui qu'elles étaient vendues, donc commercialisées dans le marché local, en vérité. Je pense ou pour des mandarins, des lettrés, ou des bourgeois enrichis qui se piquaient d'eux, de goût lettrés, qui voulaient avoir quand même des pièces. Et on peut penser que dans certains cas, elles étaient même peut-être, c'est là peut-être qu'a commencé peut-être le début, je dirais, d'une certaine forme de confusion. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit d'une chose, voilà, donc que c'est qu'à un moment,
Ce type de pièces, donc ce type de pièces ou ce type de pièces, des marques honorifiques, elles vont être très présentes sous Kangxi. Donc on dit souvent, lorsqu'on les trouve marquées Chengguo, que c'est ou Kangxi. Ça va continuer sous le règne de son fils 1723-1735, Yuanshen. Et puis ça va s'arrêter sous le règne de Qianlong, 1736-1795. Pourquoi? C'est parce que Qianlong, là, se rend compte, je pense que les censeurs impériaux se sont rendus compte que ce sont des eunuques. Ils ont dit qu'on a un problème, c'est qu'on a des pièces qui sont commercialisées, qui sont dites, qui sont revendues, qui sont présentées comme étant Chengguo, comme étant... Parce que des fois la marque est Jiajing aussi, elle est Xuande, donc Jiajing du 16e, Xuande effectivement du 15e, sur des pièces, sur des reines qui sont associées à la plus grosse, à la production la plus prestigieuse, mais ce ne sont pas des pièces de cette époque. Et l'empereur Qianlong met fin à ce système de la pièce honorifique, qui va quand même reprendre après lui, au XIXe siècle, malheureusement. Mais ça, c'est aussi un phénomène, je trouve intéressant, qui vous montre donc le principe de l'imitation, qui en Chine n'est pas lié à l'idée de faire un faux. C'est vraiment, on va refaire quelque chose, mais d'une façon qui est un petit peu, je dirais, positive. Les premiers faux, alors je vois qu'il me reste normalement plus de temps, je vais résumer extraordinairement ma pensée, mais après tout, on ne peut pas tout évoquer, donc il faut se faire une raison. Les premiers faux, je reviens quand même à la question des faux maintenant. Les premiers faux sont produits, de toute évidence, liés justement au développement et à la création d'un marché. Alors ce marché, il apparaît en fait lorsque il y a au XIXe siècle le boom, je dirais, des loisirs archéologiques. On va dire les loisirs archéologiques, c'est quoi? Parce que à l'époque, les archéologues, c'est pas comme les scientifiques d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins carré. C'est un petit peu à l'Indiana Jones quand même. C'est-à-dire que c'est souvent des fils de bonne famille qui vont aller, je dirais, aller chercher des pièces, etc. Il y a un petit peu. Malraux, assez proche de nous, dans le temps, a fait la même chose. Donc, il ne faut pas croire, ça n'a pas été quelque chose qui est. Le scientifique qui vient faire la fouille, etc., scientifiquement, qui prend des photos, c'est pas ça. Donc, et en fait, c'est quelque chose qui apparaît et qui se développe d'une façon très simple, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va provoquer ça? C'est l'ouverture de la Chine du fait des guerres de l'opium. Donc, les guerres de l'opium qui s'étagent entre 1840 et 1860, les deux guerres de l'opium, vont avoir une conséquence, c'est que cette Chine qui est cadenassée et qui d'ailleurs fait enrager les Anglais, fait enrager les Européens parce qu'ils sont cantonnés, cantonnés, quand on sait ça, ils sont cantonnés, ils ne peuvent pas entrer en Chine. Et c'est pourquoi effectivement les Anglais vont finalement d'abord pourrir la Chine avec l'opium et ensuite lui faire la guerre. Donc c'est pour aussi rentrer dans cet immense marché, dans cet immense territoire. Et donc les deux guerres de l'opium vont le permettre, et ce qui va aussi, ça va lancer le début effectivement, le développement l'arrivée des pièces de fouilles. Alors il en arrivait auparavant, parce qu'une chose que je n'ai pas pu évoquer, c'est l'immense commerce qui a toujours existé entre la Chine et le reste du monde et l'Occident, un commerce d'exportation d'œuvres d'art. Parce que proportionnellement aux œuvres d'art impériales ou officielles que les Chinois se sont toujours réservées, ils se sont toujours réservés le meilleur, la quantité d'œuvres d'art produites et vendues à l'étranger est proprement phénoménale. Je veux dire, l'art chinois, ça ne manque pas. C'est un certain art chinois qui est en petite quantité. Mais l'art chinois, sinon, ça ne manque pas. Il a été fait dans des quantités qui sont énormes. Voilà. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, par ce marché qui existait, qui se met en place au XVIIe de façon très nette, eh bien, ce qui se produit, c'est que des œuvres d'art aussi venues des pillages de tombes sont sans doute arrivées très tôt, fin 18e et dans le 19e siècle. Mais là où on voit que ça devient une tocade chez les Européens, tout le monde va avoir son cheval tang, donc la terre cuite, etc. Tout le monde va avoir effectivement sa belle pièce tang, et bien, ou son chameau, etc. Et bien, c'est quelque chose qui va se mettre en place, effectivement, je pense de façon systématique, avec l'ouverture de la Chine. Et on a une date butoir, c'est le 5 du palais de Pékin, le Yuan Mingyuan, qui est détruit par les troupes franco-anglaises en 1860. Bon, là, à partir de ce moment-là, on a quelque chose qui vient, c'est-à-dire qu'un marché va se créer, va être suscité en Europe et aux États-Unis, le marché, effectivement, des œuvres archéologiques. Et ça inclut aussi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je sais qu'il est pris dedans, parce que ça, c'est un art de type, c'est de la terre cuite, mais c'est aussi en fait un art sculptural, les sculptures en pierre, et donc qui sont aussi pris dans ce phénomène et qui sont, je dirais, à ce moment-là pliés et importés dans le reste du monde. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que globalement, c'est à partir de ce moment où se crée un marché, une demande forte, qui est intéressant de faire des copies. Et c'est de la fin du XIXe siècle que datent à peu près les premières copies de céramique de terre cuite tang. Les terres cuites tang qui vont être faites avec la même terre. C'est-à-dire que c'est très facile pour les Chinois parce qu'ils ont la même terre, ils peuvent faire des moules, et à partir d'un moule, ils peuvent faire effectivement une quantité de pièces invraisemblables.
Et donc je pense que les premières copies, mais tout le monde le dit, hein, c'est même pas moi qui pense, datent de cette époque. Un autre phénomène qui se produit, c'est que le sac du palais d'été, Yuan Yuan, va avoir pour effet de faire revenir sur l'Europe des pièces qu'on n'avait jamais vues. Et il est probable aussi que, voilà, alors là je vais vous montrer, vous connaissez le musée de Fontainebleau, le château de Fontainebleau, il a donc un musée d'art asiatique où vous avez des pièces qui ont été ramenées. Bon, il y a des Chinois dans la salle? Non, je ne sais pas. D'ailleurs, voilà, ça sera en disant peut-être que ça ne fait pas à certains égards sur le problème de l'euro. Mais c'est un sujet qui est très sensible, mais il est vrai que nous avons des œuvres d'art qui ont été ramenées et l'impératrice Eugénie s'est fait son petit musée donc, au château de Fontainebleau. Vous avez devant vous quelques images de pièces qui sont de véritables trésors impériaux extraordinaires. Voilà, je vous les montre rapidement. Ces photos, c'est un sujet un peu tabou, mais le fait est que, encore une ici que je ne vous ai pas montrée, avec un jade extraordinaire devant. Voilà. Donc, il y a donc à ce moment-là une connaissance, une popularisation de ce qu'est un art chinois différent, impérial. Et je pense qu'aussi à partir de là se met en place la première demande de pièces marquées, vraiment délibérées. On veut avoir des pièces qui viennent des palais. Et c'est là, vous savez, quand il y a une demande, se crée effectivement le faussaire. Le faussaire peut entrer en jeu. Et le marché existant, il va pouvoir créer effectivement des pièces. À la fin du 19e, c'est la première grande étape, c'est le premier moment où sont fabriquées, outre les pièces honorifiques, dont on peut penser qu'elles ont pu être l'objet de tromperies, fonctionner comme des faux. Mais là, je dirais que quelque part, on va avoir des pièces qui vont être fabriquées à la fin du 19e qui sont des vrais faux. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des faux pour les exporter, pour les vendre donc à d'éventuelles personnes intéressées et à une clientèle européenne. Donc comme les Tang. Ce sont des faux qui sont souvent assez sympathiques, ils ont une patine, ils ont une certaine naïveté, on les reconnaît encore assez bien. Et je dirais entre dans cette catégorie parce que d'un point de vue chronologique, on a beaucoup de mal à les distinguer. Les faux qui sont faits durant la période républicaine. Donc, la dynastie Mandchou s'éteint en 1912 après une série de troubles, le règne de l'impératrice douairière Tsui. Et en vérité, il est vrai qu'à ce moment-là, la République qui prend la suite n'apporte pas une réelle amélioration de la condition de vie des Chinois. Et c'est une période qui va commencer de grands troubles et de grande corruption. C'est un petit peu, c'est le moment où effectivement Shanghai devient Shanghai des années 20, c'est comme Chicago des années 20, c'est un petit peu pareil, Al Capone, il y a un règlement de compte, c'est le plus grand bordel du monde, mais c'est aussi un univers où se font beaucoup de trafics liés à l'argent. Et en fait, ce qui se produit à ce moment-là, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que le gouvernement nationaliste, Sun Yat-sen, puis ensuite Chiang Kai-shek, dernier président 48-49, ce sont des gens qui vont se partager un monde qu'ils connaissent bien, parce que tous les nationalistes, tous les dirigeants nationalistes du gouvernement sont des anciens lettrés. Ils connaissent très bien, ils savent apprécier une œuvre d'art. Et c'est eux qui d'abord vont piller les trésors nationaux chinois. Chiang Kai-shek s'enfuit en 1949 à Formose, qui est depuis Taïwan, avec 90% des plus belles pièces d'art chinois. Ce sont des pièces qui sont des pièces, je dirais, dont on a, je ne sais pas si j'en ai mis quelques-unes ici, musée de Taipei. Ce sont des pièces qui sont presque des extraterrestres dans le domaine de la céramique chinoise. Bon, c'est ma spécialité, donc je me suis un peu concentré dessus. Maintenant, le propos se resserre sur la céramique. Regardez ces pièces qui ressemblent à de l'art japonais à certains égards, qui sont d'une perfection inouïe, formelle. Par exemple, ici, nous avons un vase qui est de forme zadou, comme celui qui est ici. C'est une forme qui vient donc de la dynastie Song. Cette pièce-là est supposée être de la dynastie Song, donc Song, fin des Song, début des Yuan, donc 12-13e siècle. Donc le zadou, celui-ci est 18e, il est marqué Qianlong. Il y a un vase dedans, la partie, vous voyez, centrale est tournante. Vous voyez, cette partie-là, elle est tournante. Et à l'intérieur, vous avez donc derrière les claustras, vous avez un petit paysage, vous avez des petits personnages que vous pouvez voir en faisant tourner le vase. Ça demande une maestria extraordinaire. Le niveau des porcelaines qui ont été amenées par Chiang Kai-shek donc à Formose est proprement hallucinant en termes artistiques. Parce que tous ces vases sont tout petits. Et donc toujours les pièces qui sont très bonnes, c'est qu'ils sont petits mais ils paraissent grands. Voilà, et ça aussi c'est un truc que je vous donne au passage, si vous êtes déplacé ce soir, prenez en photo un objet d'art.
S'il est petit, s'il paraît grand, c'est qu'en général, c'est très bon signe. Voilà. En général, c'est qu'il a concentré beaucoup de chi, qu'il est vraiment puissant et qu'il arrive donc à s'imposer dans une photo comme étant une grande pièce. En général, c'est très bon. Ces pièces-là sont faites comme vraiment une sorte de travail d'orfèvrerie hallucinant au niveau des émaux. Et c'est ce que Chiang Kai-shek a emmené, et maintenant on ne peut les voir qu'à Taïwan, n'est-ce pas? Donc ça c'est très intéressant. Alors, conséquence de ce pillage, c'est que les trous qui forcément se produisaient à la cité interdite ou dans certains palais, il fallait les combler. Or, les artistes qui travaillaient jusqu'en 1912 pour les commandes impériales et qui travaillaient, même à Pékin, dans les ateliers impériaux, ils se sont trouvés sans emploi. C'est eux qui ont fait le fameux art républicain des plaques sur porcelaine qui aujourd'hui valent des fortunes. C'est aussi ces gens-là qu'on est allé trouver pour faire des copies. Des copies qui sont des copies, cette fois-ci, de très très grande qualité, qui sont des copies qui sont très bien faites. Alors, ces pièces, qui sont des pièces impériales, qui ont une sorte de surface en relief, avec des motifs floraux, comme de la marqueterie, sont inspirés, sont dérivés des cloisonnés. C'est une des grandes inventions du XVIIIe siècle, j'en ai parlé dans mon ouvrage. C'est une chose qui permet justement à la création sous Qianlong de se démarquer. Alors, la caractéristique quand même, on a des éléments, je ne vais pas pouvoir les évoquer ici, qui sont les éléments de dépistage qui permettent de voir, c'est-à-dire qu'on parle souvent, les émaux en général, les pièces impériales sont extrêmement bien posées. Alors, je vais rapidement, parce que là, ça y est, je ne vais pas dépasser davantage, je pense que ça serait, il faut rester dans le temps qu'on m'a imposé, et qui est normal, hein, tout à fait. Et je vais juste vous montrer quelques petits éléments rapidement sur cette question des émaux. Juste, je dois retrouver le dossier, je vous prie de m'excuser. Émaux impériaux. Alors, je vous montre rapidement, effectivement, les émaux impériaux de cette période. Voici donc une pièce que j'ai prise en photo au Palace Museum de Pékin. Vous voyez que cette pièce est d'une grande beauté, elle est très très belle. C'est un travail d'un grand raffinement, décor de fleurs sur un fond graffito, comme on dit. Et la caractéristique en fait des émaux impériaux, c'est ce que je dis toujours dans les pièces qui sont de qualité, c'est qu'on parle souvent du fait que les pièces authentiques sont un petit peu maladroites, etc. Certes, mais la vérité c'est que l'artiste a une vue d'ensemble. S'il fait un trait qui n'est pas parfaitement droit, il récupère par le trait suivant, je dirais, et c'est beau dans l'ensemble, c'est harmonieux. C'est un petit peu comme vous diriez que sur un tableau de Picasso, vous avez un œil qui est là qui est grand, un œil là qui est petit, pourtant c'est beau. Ben, c'est exactement ça. Le copiste qui va faire tout bien, vous voyez, comme il faut, il va louper complètement, il passe à côté, bien évidemment, le faussaire va passer à côté. Les émaux sont bien posés, voilà, je vous donne quelques éléments que je trouve toujours intéressants. Il y a des petites imperfections, c'est vrai que ce n'est pas mathématiquement léché, mais pensez que le peintre travaille à main levée. Il travaille comme ça à main levée. Et qu'il doit y avoir suffisamment d'études de viscosité. Vous voyez que là, on a en dessous, on retrouve en fait la partie inférieure de la couvercle transparente. Vous imaginez comment il faut avoir un grattage précis pour avoir exactement ce que vous avez là. Hein. Le grattage est absolument fabuleux. Donc, je dirais que les émaux ont une viscosité. Autre exemple, cette théière, vous allez voir une théière extraordinaire. On est dans le règne de Qianlong, on est dans la perfection formelle, la maîtrise totale. Ce sont des bijoux, des joyaux. Donc, les émaux sont posés, ne bavent pas. Ils ne sont pas sales. Une pièce impériale n'a pas d'émaux sales. Voilà, je vous montre rapidement qu'est-ce qui est supposé être ce qui se présente comme une pièce impériale, qui est un faux. Ben, vous allez voir tout de suite, regardez, vous pouvez voir vous-même. Vous voyez que les émaux sont sales, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un peu pâteux. Là, le rouge de fer ici, c'est à pleurer, l'or est à pleurer, enfin bon, bref. Pièce proposée d'ailleurs comme étant républicaine ou fin 19e. Et en plus, on remarque quelque chose, alors moi ça me fait toujours rire, elle est sale. Alors, c'est parce qu'une pièce est sale, elle est authentique. On ne voit pas de la crasse quand même, je ne sais pas, il faudra qu'on m'explique quelque part. Alors, il faut toujours laver les pièces, hein, parce qu'une œuvre d'art, voilà. Là ici on a quelque chose, vous voyez, comme quelque chose qui est pâteux. Encore le jaune n'est pas trop uni, ce qui permet de dater cette pièce plutôt de la période républicaine, plutôt que de la période fin 19e. Parce que c'est souvent beaucoup plus cochonné que ça. Mais là vous avez par exemple ici le travail, vous avez sur cette frise là qui est rose et bleue, des lignes longues, c'est vraiment fait d'une façon, enfin non exactement ce sont des swastikas qui s'enchaînent. Donc c'est le symbole indien de longue vie, hein, donc c'est pas, voilà, c'est pas la croix gammée, elle est à l'envers. Et donc en l'occurrence, vous voyez comme c'est cochonné, c'est pas vraiment, ça ne sort pas en relief. La caractéristique des émaux qui sont impériaux, donc on revient sur des émaux qui sont vraiment bien posés,
on va voir tout de suite, hein, c'est que ça tient, c'est posé justement, ça ne bave pas. Chacun existe pour lui-même et ce ne sont pas des aérosales. Vous avez des effets, vous voyez, sur le rouge de fer. Alors bien sûr, ici on ne le voit peut-être pas aussi bien qu'avec la photo sur l'écran ici de l'ordinateur, mais il y a donc une netteté générale. Donc ce premier, je conclus quand même rapidement, ces copies républicaines vont durer jusqu'en 1949. Elles sont de bonne tenue, elles sont de bonne facture, dans un milieu qui est un milieu corrompu, qui est en train de se dégrader, dans un art impérial qui est en train d'être pillé, avec une demande à l'étranger de ces pièces impériales, parce que maintenant on est au courant qu'il y a des pièces spécifiques qui existent en Chine. Et là, je ne vous ai pas parlé parce que là, je vous parle de... Bon, j'ai aussi des choses qui étaient sur les cloisonnés, etc., mais ça sera sans doute pour une autre fois, sur les lacs aussi. Et donc, bien évidemment, on va avoir, à partir de la Chine populaire, on a l'impression une sorte de couvercle mis sur tout ça. Les faux de Qingtouchen sont à l'arrêt. On a la révolution culturelle de 66-68, on a des actes de vandalisme incités par Mao, le grand timonier, pour détruire les œuvres d'art qui sont symboles de la petite bourgeoisie, de l'esprit bourgeois, etc. Bon, pas joyeux du tout. Ça me permet, au passage, j'en profite pour dire qu'il existe toujours en Chine actuellement une idée qui est largement entretenue par les documentaires, qui sont une forme de propagande, comme quoi le barbare de l'Ouest a pillé, a volé la Chine. Moi, je m'assure personnellement contre cette idée, d'abord aussi contre la façon que les Chinois ont de vouloir récupérer, de monopoliser leur art, parce que je t'estime que c'est un art qui appartient à l'humanité. Je ne comprends pas pourquoi un art appartiendrait à un peuple plutôt qu'à un autre. Hein. Ou alors, je ne sais pas, ce sont des extraterrestres, c'est nous et quoi? Non, ils sont comme nous. Donc, il y a cette fraternité de l'art, et on doit donc avoir aussi des œuvres d'art chinoises. Je ne vois pas pourquoi c'est gênant. Mais l'autre élément qui, quand même, est important, c'est que grâce, quand même, à ce qu'ils appellent être le pillage, le sac du palais d'été, soit. Mais quand même, grâce effectivement à ça, on a beaucoup d'œuvres d'art qui aujourd'hui sont là et qu'ils peuvent racheter et qui ont été sauvées. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut un petit peu, mais là c'est quelque chose, c'est un petit peu une croisade peut-être un petit peu, bon, qui n'a pas lieu d'être exprimée ici, mais qui, je pense qu'il y a quelque chose qui est sous-tendu dans la façon de récupérer les œuvres d'art, tout un ensemble de sentiments revanchards nationalistes, et je pense que c'est un petit peu triste parce qu'en vérité, cet amour que les Européens et les Occidentaux ont eu pour l'art chinois a permis que cet art chinois soit aussi en grande partie sauvé. Hein, et aujourd'hui, mettre tous les ans dans le même panier, c'est sans doute une grande preuve, un manque de sagesse. Et pour terminer sur le sujet, en 1980, donc dans les années 80, la Chine ouvre ses portes au monde et en même temps, bien évidemment, à cette époque-là, nous connaissons le marché de l'art chinois. Il est un marché avec des pièces qui coûtent relativement cher, mais qui est en fait soutenu par les personnes qui sont fortunées dans le monde occidental et par des Chinois qui vivent à Hong Kong. Bon. Et à partir du moment où la Chine va s'ouvrir, on va avoir une nouvelle catégorie, une nouvelle clientèle qui va se substituer petit à petit, qui va prendre le relais, qui va finalement même évincer les Européens de ce marché à cause de son pouvoir d'achat. Ce sont les nouveaux riches de la Chine actuelle. Et c'est là, bien évidemment, que se produit nouveau marché même sans aucune commune mesure avec ce qu'on a connu. Et ce marché est tellement important, tellement puissant, que bien évidemment, il justifie la mise en place d'une manufacture extrêmement sérieuse de production de copies le plus indécelable possible. Voilà. Ces copies, donc, qui sont les copies qui ont été faites après 1980, touchent tous les secteurs, les lacs, les jarres, les cloisonnés, les bronzes, les porcelaines. Bon, il y a bien les peintures, on s'en doute. Et c'est une manufacture à très haut niveau qui répond dans plusieurs villes et qui fait que nous avons beaucoup de pièces qui viennent en Occident, notamment en Europe, en France, en Angleterre, parce que ces pièces y sont, comme on dit, recyclées, elles y sont nettoyées, c'est-à-dire que la pièce qui a été fabriquée en Chine est ramenée ici, intégrée dans un système qui va lui donner une sorte de patine ou un peu de légitimité. Alors ça pose la question de la provenance, que j'ai pas eu le temps d'évoquer, encore un autre domaine, ce à quoi se raccroche l'expert, mais qui peut être plus ou moins bon, parce qu'aujourd'hui on fabrique des provenances, comme on fabrique des faux labels, des fausses étiquettes prestigieuses. Donc c'est un véritable problème. Et donc ce sont ces nouvelles copies qui font le plus de problèmes de nos jours. Donc je vous en ai apporté une que vous pourrez venir toucher. C'est une pièce intéressante. Vous pourrez la regarder. Je vais laisser son image, une image de pièces identiques, mais qui sont elles authentiques. Et vous pourrez vous apercevoir qu'effectivement il y a des petites choses. Il est difficile pour un faussaire de ne pas faire un loupé quelque part. Donc le travail de l'expert, c'est un travail, je dirais, de questions à grille multiples,
de chercher l'erreur, d'avoir ces sens plus affinés que ceux que l'on doit avoir normalement. Et donc, cet objet est particulièrement bien réussi parce que c'est un Junyao, il est supposé être de la dynastie Song, début de la dynastie Yuan, ou même on dit maintenant que ce genre de pièce a été fait plus tôt sous les Yuan Ming, 14e, 15e. Bon, de toute façon, ce sont des pièces qui sont supposées avoir été faites pour les palais, les empereurs. Donc je vous montre tout de suite l'exemple de Junyao, puis on va s'arrêter avec ça. Vrai et faux Junyao, voilà. Donc voici notre Junyao ici, qui est très bien fait. Donc vous voyez peut-être sur l'écran, j'espère qu'il a des craquelures intéressantes. Il a la bordure qui est couleur peau de chamois, comme il doit avoir. La teinte bleutée est bien faite. Et nous trouvons même les petites imperfections qui nous attendons de trouver sur une pièce qui donc avait été faite il y a à peu près 600-700 ans. Donc il a des belles taches, effectivement. Il est agréablement fait. Les arrêts sont aussi tout à fait intéressants. Quand on regarde le talon, est-ce qu'on a le talon? À l'intérieur, on voit un ombilique. Alors, voilà, bon, on voit un ombilique, c'est pas mal, il a été fait. Et quand on regarde effectivement la base, le talon, il a tous les éléments, c'est un grès. Donc, ils ont vraiment, au lieu de faire une porcelaine, comme ça a été le cas souvent, ils ont joué le jeu, ils ont fait donc un grès. Et effectivement, ils ont retrouvé même les craquelures, les parties chamoisées, les adhérences de four. Et voilà, pour vous montrer par exemple, si on regarde le talon d'une pièce, je peux faire la comparaison tout de suite. Voilà donc quelques exemples de Junyao qui sont authentiques. Celui-ci qui est proche, qui est assez proche, hein, mais qui est authentique, lui il a des grosses adhérences de four sur le talon, mais on voit que la couverte est assez, qui fait goutte, hein, qui est assez épaisse. Elle a quand même été assez bien refaite de la même façon. On a une teinte qui est assez bonne, mais qui est un peu froide, un bleu qui est un petit peu trop, qui n'est pas suffisamment chaud. Déjà, ça jette un petit peu le doute. Et puis ensuite, quand on va regarder qu'est-ce qu'il a voulu copier exactement, on va se tourner vers le travail de l'expert est un travail de comparaison. On va essayer de voir qu'est-ce qui cloche. On va donc aller voir ce qui est authentique, ce sur quoi on peut s'appuyer. Voici donc la pièce qui est une pièce qui est donc à Taipei, qu'il a voulu imiter. Alors, si on les compare déjà, vous verrez qu'il y a une chose qui ne va pas tellement fort. Mais là, je ne sais pas si on est dans le bon sens. Voilà une image qui a été un peu retravaillée. C'est que les proportions ne sont pas tout à fait bonnes. Il y a quelque chose... L'écoulement est un peu haut dans cette pièce. Le col est bon dans celui de gauche, mais l'écoulement est un peu haut, alors qu'il y a quelque chose au niveau de la proportion bien plus agréable à l'œil dans le zadou. Les zadous étaient des crachoirs. Ça vient du monde moyen-oriental, et donc les Song qui vivaient, alors c'est pas du tout chinoisant de culture, hein, ils vivaient comme les orientaux, hein. Ils avaient des saltimbanques, des danseuses, ils crachaient dans les... Et ils mettaient aussi, c'était des poubelles de table, ils mettaient quand ils mangeaient les kisos, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les spittoons, hein, on crache dedans spittoons en anglais, donc c'est pour ça que ça doit être un petit peu... Bon, c'est pas... Mais bon, cela dit, celui qui est à côté, s'il est mis en vente, c'est 800 000 €, hein. Bon, pour un crachoir, c'est cher. Voilà. Donc, voilà. Donc pour dire, voilà, vous voyez un petit peu les différences, on les voit, il y a quelque chose d'élégant dans la forme, quelque chose de vraiment, vraiment réussi. Et là, il y a quelque chose au niveau de la forme qui a été un peu loupé. C'est-à-dire que on a 90%, 95% des choses réussies, même la craquelure, même le talon, la couleur, le fait qu'on arrive à la bordure, c'est un peu chamois. Comment c'est bien fait? Mais il y a un petit quelque chose qui cloche. Alors ça, ce sont les copies qui ont été faites. Quelle est l'ancienneté de cette copie? Elle a tout au plus de 4, 5, 6, 7 ans. Ce sont les nouvelles copies qui sont faites avec des techniques vraiment très très éprouvées et qui malheureusement inondent toutes les salles de vente, tous les marchés de l'art du monde entier, voilà, avec pour objectif d'attaquer, de pouvoir... Voilà. Je n'ai fait qu'évoquer un petit nombre de choses. J'espère avoir lancé quelques pistes, quelques éléments. Et puis ce que je vous propose peut-être, c'est de combler les éléments qui manquent par des questions, si vous en avez. Voilà.